Bonjour et bienvenue à vous tous qui vous êtes inscrits pour suivre ce webinaire organisé par la FJE en collaboration avec l'Université de Paris-Dauphine, dont je salue sa représentante en la personne du professeur Sophie Schiller. Ce webinaire dédié à la conformité en temps de crise est le premier épisode d'une série de 4 conférences préparées par les juristes membres de la commission d'experts de la FJE dans le domaine de la compliance, animée par Jean-Yves Trochon ici présent. Je tiens ici à les remercier tous chaleureusement au nom de la FJE pour leur implication qui nous permet de partager aujourd'hui nos réflexions dans l'esprit collaboratif propre à notre association. La crise sanitaire d'abord, économique et sociale ensuite, nous oblige à nous interroger sur l'avenir dans tous les domaines. Notre métier de juriste, et plus particulièrement la matière de la conformité, n'échappe pas à cette nécessité de réflexion. Cette crise met en effet en avant le rôle de la régulation. Gestes barrières, limitation des déplacements, les exemples sont nombreux, qu'il s'agisse de la vie personnelle ou professionnelle. Plus proche de nos préoccupations directes de juristes spécialisés de la conformité, le débat suscité par exemple par la gestion des données personnelles autour de l'application Stop Covid témoigne de l'importance du sujet. Enfin, et surtout, la compétition économique, exacerbée par la crise, va très probablement armer ce que certains auteurs qualifient déjà de bombe J, la bombe juridique, ou plus concrètement, l'utilisation de l'arme de la régulation juridique par les États ou les parties prenantes à des fins soit politiques, soit économiques. Aussi, au-delà des resserrements budgétaires contingents, la fonction conformité au sein des entreprises devrait continuer à se développer sous son effet. Pour continuer donc dans le voie de la réflexion du développement de cette fonction neuve dans les entreprises, je cède maintenant la parole à Jean-Yves Trochon. Merci Jean-Philippe. Alors bonjour à tous les participants. Je crois que vous êtes plus de 250 à vous être inscrits aujourd'hui. L'objet de ce webinaire, c'est de présenter les travaux du groupe d'experts AFJE en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, représentée donc par Madame la professeure Sophie Schiller, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de coordonner les débats de ce jour. L'AFJE entretient plusieurs partenariats avec des universités dans toute la France et donc notamment avec Paris-Dauphine où nous assurons plusieurs enseignements dans le domaine de la compliance. Alors, le groupe d'experts de l'AFJE, ce sont une trentaine de compliance officers, directeurs juridiques, experts des sujets de compliance qui les pratiquent tous les jours au sein de leur entreprise et qui ont donc travaillé sur 3 thèmes animés par des rapporteurs. Les thèmes de cette année ont porté sur la fonction compliance, sur les liens entre la responsabilité sociale de l'entreprise et les programmes de compliance et sur les politiques sanctions embargo et contrôle des exportations. Ces travaux donneront lieu à des guides pratiques qui seront publiés probablement dans le courant de l'été et à 3 webinaires dédiés, le premier sur les sanctions embargo début juillet dont nous parlera Jean-Yves Gouel un peu plus tard. Alors, merci tout particulièrement aux rapporteurs Charlotte Grasse, Anne Durez et Jean-Yves Gouel d'avoir coordonné ces travaux et à ceux qui se sont tout particulièrement impliqués malgré leur charge de travail, notamment en cette longue période de confinement. Merci aussi à Olivier Catherine, secrétaire général de Sodépar, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'intervenir en qualité de grand témoin. Compte tenu de l'actualité, les débats de ce webinaire aborderont les travaux du groupe d'experts sous le prisme de l'adaptation de la compliance aux effets de la crise du Covid, du moins en ce qui concerne les 2 premières thématiques. En effet, certains se posent déjà la question de savoir si la crise durable et profonde que nous traversons ne devrait pas conduire à mettre entre parenthèses les efforts des entreprises en matière de compliance, compte tenu de l'urgence qu'il y aurait à concentrer tous les efforts et toutes les ressources de l'entreprise pour assurer sa pérennité et parfois même sauver ce qui peut l'être. Les premiers éléments de réponse peuvent être trouvés dans l'attitude des régulateurs et des pouvoirs publics. J'en prends quelques exemples, j'en prends 3. Je souligne à cet égard que la ministre de la Justice a publié il y a quelques jours, le 2 juin, une circulaire de politique pénale appelant à intensifier la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers au travers de signalements au parquet national financier et on encourage à cet égard le parquet national financier à nouer des partenariats avec les associations d'entreprises pour développer donc les signalements. Cette circulaire ne laisse donc aucun doute sur la volonté des acteurs publics de poursuivre les faits de corruption, y compris dans le contexte de la crise. Alors, de même, la Commission européenne, si elle a fait preuve d'une très grande réactivité, en autorisant même à titre tout à fait exceptionnel un cartel de crise dans le secteur de la santé, n'a pas manqué de rappeler dans une communication du 8 avril dernier qu'elle serait intraitable
vis-à-vis des entreprises qui se livreraient à des pratiques anticoncurrentielles ou des abus de position dominantes, notamment au travers de politiques de prix excessifs. Sous un angle international, on peut mentionner aussi la révision par le DOJ américain de ses guidelines sur l'évaluation des programmes de compliance, publiés la semaine dernière, et qui là aussi ne va pas du tout dans le sens d'une relaxation des impératifs de compliance. Alors, au travers de ces trois exemples, on voit bien qu'il apparaît peu probable que les autorités de régulation relâchent leurs efforts, tout particulièrement s'agissant des comportements qui porteraient atteinte à la probité, aux consommateurs ou encore aux impératifs de politique publique en matière sanitaire, de droits humains, de responsabilité sociale et environnementale, ou que constitueraient des pratiques frauduleuses, notamment au regard des sommes considérables injectées dans les entreprises sous forme notamment de chômage partiel, prêts garantis ou même subventions publiques. Je rappelle qu'en France, ce sont au jour d'aujourd'hui plus de 130 milliards d'euros qui ont été déjà annoncés par le gouvernement sous forme d'aide publique au soutien de l'économie, et ça ce n'est qu'en France évidemment. Il est donc indispensable pour les entreprises de conserver le même niveau de vigilance au travers de programmes de compliance animés par des équipes professionnelles et pragmatiques. La compliance est une matière éminemment stratégique et opérationnelle, par nature pluridisciplinaire, qui nécessite une capacité à travailler étroitement avec toutes les fonctions de l'entreprise, management, opération, achat, contrôle, audit, finance, investigation, RH, et j'en oublie. Les questions juridiques et réglementaires constituant les sous-jacents de politique de l'entreprise qui doivent être adaptées aux risques de régulation auxquels elles sont confrontées. C'est l'approche par les risques. C'est pourquoi je suis absolument ravi que nous ayons pu rassembler donc ce panel de praticiens avertis pour des débats qui, à n'en pas douter, seront passionnants et j'espère que vous prendrez du plaisir à les écouter. Voilà, Olivier, je vais te laisser la parole. Je crois que c'est Olivier qui va… Oui, c'est ça. Bien, merci. C'est bien moi. Merci, merci Jean-Yves. Donc effectivement, comme tu l'évoquais Jean-Yves dans ton introduction, clairement il y aura un avant et un après Covid, y compris sur le plan de la compliance, y compris pour les juristes et les compliance officers. Et c'est vrai que ce Covid, pour plein d'autres raisons plus importantes, mais a un côté très dommageable puisqu'on était quand même depuis quelques années dans une période de relative, je pèse mes mots parce que les situations étaient très contrastées d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais quand même globalement dans une période qu'on pourrait qualifier de vache grasse pour la compliance, pour le juridique au sens large dans nos entreprises, à la fois sous la pression de la société, des médias, évidemment sous le coup, ou comme conséquence, un certain nombre d'amendes records. On a tous en tête la sanction BNP Paribas, pas loin de 9 milliards de dollars d'amendes transactionnelles, ou encore la saga Alstom et tous les épilogues et les conséquences qui ne sont pas encore complètement terminées d'ailleurs. Et évidemment l'adoption d'un certain nombre de lois, la loi sur le devoir de vigilance, le règlement MAR sur les abus de marché et plus récemment la loi Sapin 2 bien sûr. Donc on était quand même globalement, on n'est jamais satisfait des budgets qu'on nous alloue, mais globalement on était sur vraiment une fonction prioritaire dans les entreprises et avec beaucoup d'efforts, des investissements très conséquents sur des dispositifs par exemple d'évaluation des tiers, de procédures comptables, ou même, on l'a fait récemment dans mon entreprise, de refonte complète du code de conduite. Ce sont des investissements coûteux en temps, en personnes et aussi en devises sonnantes et trébuchantes. Avec cette crise sanitaire et maintenant la crise économique qui est là, clairement, et malheureusement surtout en France, on est, selon l'OCDE, le pays qui va être qui est déjà le plus affecté. On peut craindre évidemment un relatif amenuisement de ces ressources, de ces priorités. En tout cas, bien sûr, dans les secteurs les plus touchés, on pense à peut-être l'hôtellerie, le transport, le tourisme, la restauration. Et donc, malheureusement, je pense que dans beaucoup d'entreprises, la compliance, je l'espère, il faut que ce soit le cas, va rester prioritaire, mais peut-être pas avec la même tendance à l'évolution des budgets, des ressources disponibles. Sachant qu'en plus de ça, on a à côté le digital, autre fonction qui est très consommatrice de CAPEX, d'investissement, qui a montré aussi son rôle clé pendant le confinement. Donc dès lors, moi je vais vous donner juste quelques pistes que j'ai en tête et que je vis actuellement dans mon entreprise. Donc je vais essayer d'être très pratique, très didactique, pour essayer finalement de faire autant, plus si on peut, avec des moyens peut-être amoindris.
Et peut-être la première des choses à faire, c'est peut-être réévaluer les priorités en fonction de l'exposition au risque de son entreprise, de son secteur d'activité, de l'état d'avancement, bien sûr, de son programme de prévention de la conformité. Et là, j'ai eu un exemple très récent, il y a quelques semaines, en plein confinement, de mes juristes et compliance officers en Italie, qui me disaient que voilà, ils voulaient améliorer tel ou tel point. Ils me donnaient finalement 4 options. On était sur la lutte contre la corruption, la prévention de la corruption. Et en fait, écoutez, moi je leur ai dit, on a eu une discussion commune, on a dit, par rapport aux 4 points, il y en avait un qui était un pilier explicite de la loi Sapin 2. On leur a dit, écoutez, faites en priorité cet effort sur ce pilier, puisque c'est celui qui est prévu par la loi. Les autres ne sont pas explicitement prévus par la loi. Évidemment, ils font partie de tout compliance programme, mais on a fait un peu first things first, comme disent les Anglais. Donc, il y a quand même une façon de prioriser. Et je tiens un tableau mensuel avec ma chronologie de tous les efforts depuis le début de l'année, tout ce qui est en cours, tout ce qui est à venir d'ici la fin d'année, et ça permet finalement de suivre et parfois de lisser, si besoin, un certain nombre d'actions. Deuxième, à mon avis, angle important, c'est calibrer les prestataires, donc en fonction des priorités qu'on a évoquées, en fonction des enjeux. Également fonctionner en mode projet, je parlais du digital, c'est important aussi d'avoir des workstreams, des appels d'offres, des STIRPO, des suivis précis des coûts, et aussi mieux tirer parti des synergies d'abord entre nous, juristes et compliance officers dans une entreprise. La compliance a parfois, surtout quand on parle de mise en place de programmes, de lancement d'initiatives, ça vient un petit peu du haut, on est parfois en mode un peu top-down, et je pense qu'il est important aussi de partager le travail et donc les ressources avec nos juristes ou compliance officers locaux, et également étendre ces synergies à d'autres fonctions très partie prenante de la compliance, l'audit interne, la direction des risques, la sûreté, le cas échéant, et bien sûr le contrôle interne. C'est ce qu'on appelle un peu, les Anglais appellent le Risk Assurance Function, donc toutes les finalement les fonctions support qui contribuent au dispositif de protection du groupe. Et là, on peut aussi travailler davantage avec ces fonctions. Voilà quelques exemples, j'espère, très pratiques. Merci beaucoup pour ces pistes pratiques, parce que en effet, la question qui ressort de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent et qui est essentielle à la date d'aujourd'hui, c'est de se demander si en temps de crise, la compliance reste prioritaire. Si elle reste prioritaire, alors on a vu comment on pouvait faire mieux avec moins, mais est-ce que de façon globale, ça reste la priorité globale? Oui, je dirais doublement oui. D'abord, oui pour l'État. Oui pour l'État, et Jean-Yves l'a expliqué tout à l'heure, les régulateurs, les pouvoirs publics sont très actifs sur ces sujets. Et cela s'explique très bien parce que finalement, c'est quoi la compliance? C'est quoi la conformité? C'est pas seulement respecter les règles, c'est bien au-delà de tout ça. C'est ce que une de mes collègues a appelé la prise en charge par les entreprises de buts monumentaux. C'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises de prendre en charge des buts monumentaux et de trouver les outils pour les prendre en charge. Ces buts monumentaux, ça a été la défense des droits de l'homme, ça a été l'anticorruption, ça a été la protection de la santé. Et maintenant, ça va être ni plus ni moins la prise en charge pour éviter la deuxième vague d'infection. Et alors, comment allez-vous faire, messieurs? Eh bien, très simplement, vous allez collaborer, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des masques, vous allez fabriquer du gel hydroalcoolique, vous allez installer tous les gestes dans vos entreprises et l'État sera très, très content que vous le fassiez. Et alors, vous allez me dire, oui, c'est très bien pour l'État, mais finalement, pour nous, les entreprises, est-ce que la compliance aussi, c'est prioritaire? Eh bien, oui. Eh bien, oui, parce que cette compliance, elle va vous permettre de vous protéger. De vous protéger parce que toute la démarche de compliance va vous permettre d'établir des actions qui vont vous protéger. Premiers éléments de la démarche, et vous les connaissez tous, vous allez identifier, analyser, hiérarchiser les risques. Et dans ces 3 termes, identifier, analyser, hiérarchiser, il y en a un qui est essentiel, c'est hiérarchiser. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que ça va vous permettre de répondre à ce qui aujourd'hui constitue des injonctions
assez contradictoires et multiples. Est-ce que je dois protéger la santé financière de ma société ou je dois protéger les règles de sécurité, etc., etc. Et finalement, la crise, et je terminerai par là, ça va être en quelque sorte la preuve par neuf de la qualité de votre démarche de compliance. On va identifier les deux travers. Premier travers, c'est ceux qui n'ont pas assez fait, ceux qui n'ont pas été assez loin et qui n'auront pas identifié que tel fournisseur est susceptible d'être corrompu et qui, en achetant des masques très vite, eh bien, les auront achetés à quelqu'un qui est très corrompu. Et deuxième travers, c'est ceux qui ont été trop loin. Et tout le monde a en tête ces sociétés qui se sont retrouvées à être obligées de s'asseoir sur tout ce qu'elles avaient annoncé pour trouver des gants alors que finalement les fournisseurs pratiquaient le travail forcé et on les avait écartés, mais finalement on les a repris. Donc tout ça, la crise a permis de l'identifier. Mais au-delà de ces discours très généraux, ce qui est important, c'est de donner la parole aux professionnels. Et c'est les professionnels qui vont avoir la parole dans cette conférence. Je vais donc appeler le premier groupe qui est dirigé par Charlotte Grasse, qui va présenter ses travaux. Ce premier groupe qui traitait de la fonction compliance dans l'entreprise, pilotage, gouvernance et interaction. Donc, premier groupe de travail piloté par la FJE sur cette fonction compliance dans l'entreprise. Premier groupe de travail est Charlotte Grasse. Vous êtes donc directeur conformité chez Valorec et vous serez accompagné pour présenter ces travaux par Frédéric Paradis, qui est directeur juridique et compliance officer du groupe Marc. Votre groupe donc travaillait sur cette fonction compliance et la première question, très basique que je vous poserai, c'est pour quelles raisons avez-vous souhaité traiter de la fonction compliance dans l'entreprise, vous interroger sur cette fonction compliance, alors qu'il y a déjà tellement d'articles écrits sur le sujet et même un guide qui est publié par l'AFA sur cette fonction compliance. Merci Sophie. Alors la fonction conformité hors secteur banque-assurance est une fonction qui est relativement récente. Comme le dit d'ailleurs le guide de l'AFA, et nous pouvons constater au sein des entreprises membres de la FJE, il n'y a pas de modèle d'organisation unique de la fonction compliance. La fonction, son rattachement, son positionnement dépend de la taille de l'entreprise, de son organisation, de son histoire et de son engagement. Alors nous avons souhaité que les experts compliance de la FJE qui exercent leur métier dans un certain nombre d'entreprises, comme je le disais, de tailles différentes, de secteurs différents, d'envergures différentes, partagent avec nous leur expérience pratique au quotidien, avec nous et avec l'ensemble des membres de la FJE, et nous faire part d'exemples concrets et de recommandations sur l'organisation de cette fonction conformité au sein des entreprises. Bon, et Frédéric, est-ce que le compliance officer doit être un juriste? Alors, la question est un peu provocatrice dans les locaux de la FJE, mais on peut se la poser quand même, je pense. Vous avez raison, c'est une question qui revient régulièrement. Il est important, je pense, de noter, au moins au départ, lors de la création et du développement de cette nouvelle matière, que les entreprises se sont tournées plutôt vers leur direction juridique et donc plutôt vers les juristes, puisque derrière le mot compliance, même si ce n'est pas l'intégralité du terme, il y a la conformité et on peut reconnaître que le juriste et la conformité font généralement bon ménage. Par contre, il faut des juristes très alertes puisque le domaine de la compliance est très large. Il englobe énormément de compétences, aussi bien du droit de la concurrence, du droit des données personnelles, du droit des contrats, du droit financier, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, il faut avoir des juristes très généralistes qui sont capables de traiter des questions souvent pluriformes et donc d'avoir cette compétence de pouvoir synthétiser des données et des matières. Mais à côté de ça, la compétence technique, je dirais, est une chose importante, mais la compétence
personnel est également essentiel. C'est ce qu'on appelle généralement le soft skill ou dans les entreprises françaises, ce qu'on appelle aussi le savoir-être. Il faut que le compliance officer ou que la personne en charge de la compliance soit une genre de chef d'équipe, de capitaine qui est capable de rassembler autour de lui des compétences diverses. Parce que le métier est divers, la cartographie des risques est, par exemple, un bon exemple. Ce n'est pas uniquement un outil juridique, c'est un outil de gestion, de contrôle interne. Il faut être capable de rassembler ses compétences autour de soi pour pouvoir mener à bien sa fonction. Donc, si aujourd'hui, on voit se développer de la compliance autour d'autres compétences, il me semble important, et au moins au niveau de la FGE, qu'on milite pour que le juridique ait son mot à dire et un grand mot à dire. Ça me paraît très sain. Alors, compétences personnelles, vous avez évoqué, et ça rejoint une interrogation que j'avais, c'est quelles sont les relations, entre guillemets, personnelles que doit avoir le compliance officer avec les organes de gouvernance? Oui, alors comme on le disait, il peut y avoir plusieurs types d'organisations concernant la fonction de conformité. Elle peut être attachée à la fonction risque contrôle interne. Dans la plupart des cas, dans les grosses sociétés, la fonction conformité a été prise en main par la direction juridique. Quel que soit le schéma, il est important que le compliance officer ait un positionnement qui soit proche des organes de gouvernance. C'est ce positionnement qui va lui permettre d'avoir une autonomie, une autorité et une légitimité dans ses actions vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs de la société et vis-à-vis des autres fonctions avec lesquelles il travaille. Alors, pour retrouver un peu le thème général de notre conférence, la conformité en temps de crise, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, parce que j'imagine que ça justifierait de longs développements, de quelle manière la crise que nous avons vécue ces dernières semaines a impacté la fonction compliance ? Alors, comme cela a été dit par Olivier tout à l'heure, c'est vrai que je pense que l'ensemble des compliance officers de la FGE ont pu constater que pendant cette période de crise, nous avons dû faire face à une recrudescence de fraude, notamment cyber, due au télétravail, ou encore, comme le mentionnait Olivier, à des recours à des fournisseurs à la dernière minute sur des produits dont les entreprises n'avaient pas. Et là, la question se posait de savoir, est-ce que dans ce temps limité, les entreprises ont continué à être vigilantes et à évaluer ces fournisseurs, ces prestataires auxquels ils ont eu recours de façon un petit peu rapide. Ça, c'est un élément clé pour les entreprises. Je dirais également, comme toute période de crise, que la fonction conformité a été amenée de plus en plus à travailler avec les autres fonctions de la société, que ce soit l'audit interne, que ce soit la direction financière, la communication également, qui est un élément important. Et donc, ce travail qui fait partie du soft skill du compliance officer a été renforcé pendant cette période de crise. Je rajouterai un dernier élément qui a été mentionné et confirmé par la circulaire mentionnée par Jean-Yves tout à l'heure, c'est que la crise ne doit pas pour autant avoir pour effet que les entreprises arrêtent ou ralentissent leurs programmes et leurs dispositifs de prévention anticorruption. Au contraire, moi je crois qu'il est très important que les entreprises continuent à maintenir ce dispositif. Le sujet des coûts va être effectivement un sujet d'actualité. Cela dit, aujourd'hui, à travers des outils et la priorisation des risques, je pense que les entreprises doivent pouvoir continuer à maintenir leur dispositif. Merci. Donc, vous avez déjà plusieurs pistes, la priorisation, les pistes que Olivier nous a données tout à l'heure. Merci à tous les deux. J'en profite pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions qui seront traitées en fin de session. Et nous allons maintenant parler d'un autre thème d'un autre groupe de travail au sein de ce groupe compliance des juristes d'entreprise. Autre thème qui a été dirigé par Anne Durez. Ce thème, c'est la prise en compte des problématiques droits de l'homme et RSE
au sein des programmes de compliance. Donc, Anne, vous êtes compliance officer du groupe Total, mais je précise que vous ne parlez pas ici ès-qualité, comme d'ailleurs tous ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent. Et vous êtes également présidente du think tank Femmes de loi. Vous présidiez donc ce groupe sur prise en compte des problématiques droits de l'homme et RSE. Et la première question, là aussi, qui est peut-être un petit peu basique, mais pourquoi avoir choisi ce thème RSE et droits humains? Quel lien avec la conformité? Alors, je dois dire, remarque préliminaire, que cette thématique a attiré bon nombre de mes collègues compliance officers dans d'autres entreprises, et c'est la preuve de l'intérêt qui est porté par toutes les entreprises, quelle que soit leur dimension, à ce sujet. Alors, pour répondre précisément à votre question, les liens entre la conformité et le domaine de la RSE sont probablement plus étroits qu'il n'y paraît. En particulier, nous avons identifié au sein de notre groupe d'experts 3 raisons pour lesquelles la RSE se rapproche beaucoup de la conformité. Et ce sont aussi des raisons pour lesquelles notre groupe d'experts au sein de la FJE a choisi de s'intéresser à cette thématique de la RSE. La première raison est qu'on note une augmentation des réglementations dans le domaine de la RSE, les réglementations qui s'imposent aux entreprises. On les connaît en matière de conformité. Je vais prendre juste un exemple dans le domaine de la RSE. Et c'est un exemple qui a été cité d'ailleurs par d'autres intervenants avant moi. C'est celui de la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi que nous connaissons tous et qui impose aux entreprises, certes d'une certaine dimension, de mener des actions et de mettre en place un plan de vigilance lorsque ces entreprises donneuses d'ordre recourent à des tiers, à des sous-traitants. Et ce plan de vigilance concerne un écosystème de droits humains assez large, l'environnement, les droits sociaux. Et vous vous demandez peut-être en quoi les entreprises qui sont de moindre dimension sont concernées. Eh bien, tout simplement parce que les donneurs ou les entreprises donneuses d'ordre font appel souvent à des entreprises sous-traitantes et à des fournisseurs qui sont d'une moindre dimension. Donc, vous qui êtes peut-être de l'autre côté de cet écran, juristes ou compliance officers dans des plus petites entreprises, des PME ou d'autres tailles d'entreprises, vous avez eu ou vous aurez à collaborer avec vos donneurs d'ordre pour répondre à un certain nombre de questions lorsque des due diligence sont réalisées, par exemple. Et j'ajoute un dernier point sur cette première raison qui nous a conduit à choisir cette thématique, c'est que la question des due diligence portant sur les droits humains est si importante au sein de l'Union européenne qu'une réglementation est sur les rails, j'allais dire, qui va obliger à court terme l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur dimension, à réaliser ces due diligence. Donc, restez vigilants parce que ce sujet-là nous concerne tous. La deuxième raison qui a motivé notre choix au sein de la FJE de nous intéresser à la thématique de la RSE, c'est aussi parce qu'elle est très proche et même similaire comme démarche à celle de la conformité. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela a été dit aussi avant moi, la démarche de conformité consiste à identifier des risques, à les analyser, bien sûr, à mettre en œuvre des actions pour remédier à ces risques ou pour prévenir leur réalisation, à tracer, c'est-à-dire à conserver toute la documentation relative à cette analyse de risque, et enfin à communiquer. Et on le voit bien, les compliance officers, les juristes et d'autres fonctions dans l'entreprise contribuent à la rédaction des rapports extra-financiers et contribuent aussi à communiquer à l'ensemble de leurs parties prenantes qui sont très en attente des réponses des entreprises, toutes les actions qui sont menées, y compris dans le domaine de la RSE. Troisième raison, et j'en terminerai sur votre première question, les compliance officers, par leur connaissance des réglementations et leur qualité, ça a été évoqué, leur qualité d'écoute, d'intégrité, de capitaine ou chef d'équipe, leur qualité d'indépendance et leur aptitude aussi à gérer des crises, parce que ce soit dans le domaine de la conformité ou dans celui de la RSE, il y a hélas souvent des controverses à tout le moins et au pire des crises à gérer. Et bien pour toutes ces raisons-là, les compliance officers sont, de notre point de vue, légitimes à entrer
à occuper ce champ de la RSE, ils ont beaucoup de choses à apporter en la matière. Donc on le voit bien, la RSE, c'est un outil de management des risques au même titre que la conformité. Merci et je suis si heureuse de ce que vous avez expliqué. La loi Vigilance, c'est un texte que je connais très bien, que j'ai travaillé en amont avant sa rédaction et puis en aval après. Et ce que vous avez dit, c'est tellement important. C'est que ça ne concerne pas que les entreprises qui ont des effectifs supérieurs à 5000 salariés. Ça concerne tous les fournisseurs, tous les sous-traitants et pratiquement toute entreprise est susceptible d'être fournisseur ou sous-traitant d'une entreprise qui elle-même a plus de 5000 salariés et qui elle-même va être tenue de faire ce plan de vigilance. Et donc, on attendra de ce fournisseur et de ce sous-traitant qu'il explique ce qu'il a fait chez lui. Et donc, ce qui oblige cette entreprise elle-même à se mettre en phase. Mais justement, ce qu'il a fait chez lui, quels sont les domaines des droits de l'homme, de la RSE, qui vous paraissent le plus à risque en matière de conformité? Alors, je crois qu'il est difficile de répondre de manière universelle à cette question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse unique pour toutes les entreprises. Cela dit, il y a certainement un socle commun de droits humains, si on peut l'appeler comme cela, commun à toutes les entreprises. Je pense par exemple à la protection des salariés sur leur lieu de travail. On l'a vu amplement, et on en touchera encore peut-être quelques mots dans un instant en évoquant la crise sanitaire. Donc ce socle commun existe, la liberté d'expression, la liberté de se syndiquer. Et puis, en fonction de la nature des activités d'une entreprise, de sa couverture géographique, de ses relations avec ses parties prenantes, il y a des risques de droits humains où certains risques seront plus prégnants que d'autres dans certaines entreprises. Et je crois que les entreprises qui établissent, qui établissez peut-être en ce moment ou qui envisagez d'établir une cartographie des risques dans le domaine de la RSE et des droits humains, il y a des standards qui n'ont pas force obligatoire, mais qui représentent un cadre international qui est déjà assez clair et bien charpenté, j'allais dire. Ce sont les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et qui font partie du Global Compact lorsque les entreprises y adhèrent. Et cela permettra, cela aide les entreprises et cela vous aidera aussi certainement à identifier les risques RSE et droits humains propres à vos différentes entreprises. En tout cas, ce qu'il est intéressant de souligner, à l'instar de la démarche conformité quand on établit une cartographie des risques, c'est que le dialogue constant avec les parties prenantes est vraiment essentiel. Et on l'a vu dans la crise, puisque c'est la thématique qui nous réunit aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, les entreprises qui ont le plus en amont de la crise, à laquelle elles ne pensaient peut-être pas, même probablement pas ce type de crise, et bien celles qui ont le mieux dialogué de manière continue avec l'écosystème de leurs parties prenantes sont celles probablement qui ont, notamment pour cette raison, mais pas exclusivement, réussi à mieux surmonter cette crise. C'est vrai que le dialogue avec les parties prenantes, il y a eu pendant la période de rédaction du texte une pression très très forte des parties prenantes pour que ce dialogue soit rendu obligatoire. Finalement, le législateur a choisi une voie plus modérée en recommandant ce dialogue. Et là, vous nous expliquez très clairement qu'on a vu la preuve de l'intérêt de ce dialogue. Et pour compléter vos propos, je me permettrai juste de dire que pour identifier ces droits humains, il y a aussi une autre piste qui peut être exploitée, c'est la piste de la définition par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons la chance d'avoir une cour qui est en charge de l'application de ce qu'on appelle les droits de l'homme, de ce que le législateur a appelé les droits humains. Et on peut voir par les multiples applications qui ont été données par cette Cour de Strasbourg, tous les exemples de droits humains dans l'entreprise qui sont bien nombreux. Alors, pour revenir à notre thème du jour, finalement, selon vous, est-ce qu'il y a, ou quel est-il, un impact de cette crise actuelle sur les engagements et les actions RSE des entreprises? Alors, je crois qu'en effet, et ça a été un peu souligné déjà, la crise sanitaire qui n'est pas totalement terminée, mais je l'espère, on l'espère tous, derrière nous très vite, a été, je crois, le révélateur
de ce que la démarche RSE est à la fois un outil de management des risques et une source d'opportunités et de création de valeur pour toutes les entreprises. Donc, l'outil de management des risques, on l'a vu, certaines entreprises, il n'y a pas lieu de les citer, parce que de toute façon, on a certainement quelques noms en tête, et toutes les entreprises, somme toute, sont susceptibles de devoir gérer des crises RSE. Donc, plusieurs entreprises ont fait, malgré elles, la une des médias. Un certain nombre de controverses sont nées, médiatiques, poussées par, encore une fois, les parties prenantes, ou certaines d'entre elles, au premier rang desquelles les salariés. Et ces controverses ont été difficiles à gérer. Et lorsqu'une entreprise doit fermer ses locaux ou l'une de ses usines, alors même que pour certaines d'entre elles, les salariés étaient prêts à revenir travailler, c'est très difficile à gérer. Donc ça, l'outil de management des risques, la RSE, on le voit, gérer des risques, c'est très compliqué, même quand on dialogue du mieux que l'on peut avec ses parties prenantes. D'autres sujets ont émergé, la question du partage de la valeur, comment attribuer les bonus, fallait-il les attribuer, fallait-il verser des dividendes, si oui, à hauteur de quelle somme, enfin, tout ce sujet aussi du partage de la valeur a émergé. Et l'autre volet donc, de cette crise qui a impacté, qui a un lien avec la RSE et les droits humains, qui est un lien, je dirais, plus positif, c'est qu'on l'a vu, bon nombre d'entreprises ont réussi, et vous l'avez très bien souligné aussi il y a un instant, ont très rapidement adapté leur modèle économique en produisant des masques, du gel, etc. Et je pense que ça, c'est le premier impact fort que la crise sanitaire a révélé en lien avec le sujet des droits humains et de la RSE. Et puis, je crois que l'autre impact que l'on verra aussi dans le futur, c'est que les sujets ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance vont prendre encore plus d'ampleur. Et puisque nous sommes entre compliance officers et juristes, je crois que notre rôle, en dépit, c'est vrai, des contraintes financières qui pèsent sur les entreprises, notre rôle va être de plus en plus important. Et si vous me le permettez, en conclusion, sans vouloir rallonger ces débats qui sont passionnants, je crois que nous tous, nous pouvons être, quel que soit notre rôle dans l'entreprise, mais notamment les compliance officers, les juristes et des tas d'autres fonctions avec lesquelles nous travaillons de manière transverse au quotidien, je crois que nous pouvons être très fiers d'investiguer ces champs ou en tout cas de contribuer par nos actions au quotidien, modestement certes, mais de contribuer à accompagner les entreprises à relever les défis qui sont aujourd'hui très importants, au sortir de cette crise notamment, et on le verra dans le futur. Merci beaucoup, merci pour ces éclairages. Et cette information, c'est vrai que vous avez donnée qui est si importante que enfin l'Europe s'approprie ces sujets et s'implique. Alors, troisième temps, et j'appelle donc Jean-Yves Gouel, qui est Ethics et Compliance Deputy General Counsel chez Engie, et qui va nous parler d'un autre thème, des conséquences des sanctions internationales et de l'export control sur la pérennité de l'entreprise. Donc, autre thème qui a fait l'objet d'un autre groupe de travail au sein de la FGE sur ces sanctions internationales, cet export control, un sujet qui est vraiment très émergent aujourd'hui, qui devient essentiel. Et donc, première question, quel est l'intérêt de porter le sujet des sanctions internationales et de l'export control au sein de la FGE? Merci Sophie. Effectivement, c'est d'abord un domaine très très méconnu et on était tous très heureux, en tout cas tous les juristes travaillant sur ce sujet. On est très heureux de pouvoir le faire partager. Vous savez qu'on aime le partage à la FGE, c'est une des raisons d'être, c'est la raison d'être de l'association. Et donc, on veut vraiment partager avec vous ce sujet qui est méconnu, sur lequel on entend parfois quelques bêtises d'ailleurs, et puis qui peut avoir des impacts extrêmement forts sur l'ensemble de nos organisations. Donc, il est urgent que tout le monde se l'approprie. Directement. Bon, c'est vrai, vous avez été convaincant. C'est un sujet qui est très international, mais
peu pour reprendre ce que nous échangions tout à l'heure avec Anne, est-ce que ça n'est pas un sujet juste pour les grands groupes? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors c'est intéressant dans ce cadre de crise de lever le masque, si je puis me permettre, sur le sujet, puisqu'en fait ce sujet, oui, est international par nature, puisque sanctions internationales entendu, mais il a des impacts très forts sur le territoire national, il ne faut pas l'oublier. Et d'une certaine manière, nos entreprises sont les garants de la mise en œuvre d'une politique globale de sanctions, et c'est nous qui sommes prenants, puisque nous devons mettre en œuvre ces sanctions. Donc il y a un enjeu international, certes, mais il y a également un enjeu national extrêmement fort. Et donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, que l'entreprise soit multinationale exposée vraiment au risque marché international, ou même une entreprise française travaillant sur le marché français, il est important d'avoir en tête les enjeux et les conditions dans lesquelles notre responsabilité, la responsabilité de nos entreprises peuvent être engagées. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, alors on va prendre un exemple assez basique. Imaginons que je suis donc une société française, je vais vendre un produit. Bon, d'abord, il est possible que mon produit, il incorpore des éléments fabriqués à l'étranger. Il est possible que ces éléments fabriqués à l'étranger, ils aient une réglementation spécifique. Ça, c'est vraiment l'export contrôle. Et donc, je dois être attentif à cette réglementation. Et puis, ce produit, évidemment, il ne va pas rester chez moi, je vais le vendre. Et à qui je vais le vendre? Eh bien, je peux le vendre à une entreprise franco-française, mais qui a elle-même des capitaux étrangers, qui est contrôlée au sens de la législation par des capitaux étrangers, et ces capitaux étrangers peuvent être, en tout cas le bénéficiaire ultime de ces capitaux, peut parfaitement être sanctionné. Et donc j'ai parfois l'obligation jusqu'à éviter de mettre toute contrepartie économique à la disposition d'une personne sanctionnée, et donc en faisant cela, en étant sur mon marché franco-français et en passant un contrat avec une entreprise même française, je peux être amené à le faire. Donc il faut être extrêmement attentif à cela, et puis il n'y a pas évidemment que les produits, il y a aussi les services, et il y a une foultitude de services qu'on peut être amené à rendre à des entreprises, soit en France, soit à l'international, bien évidemment. Et il faut toujours être très, très attentif aux bénéficiaires ultimes de ces transactions. Et on reviendra évidemment en détail dans le cas de notre groupe de travail, l'importance des due diligence, l'importance des mécanismes de compliance appliqués à tous les éléments, à tous les niveaux de la chaîne de décision. Ce sont des éléments absolument clés pour essayer de maîtriser ce risque, parce qu'il n'y a pas d'essai en réalité, il faut maîtriser ce risque, on n'a pas le choix, pas ne pas être compliant dans la matière. Alors, vous avez évoqué quelque chose qui est important, qu'il faut peut-être préciser pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que ces groupes de travail ont fait l'objet de restitution ou vont faire l'objet de restitution. Donc, vous allez avoir à votre disposition des outils qui seront très riches et importants pour répondre aux différents sujets que vous avez traités. Et de façon globale, là, c'est vrai que je suis très contente de ce que vous avez expliqué parce que là encore, on revient sur des idées reçues. C'est seulement pour… Non, c'est pas… Là aussi, cette question, c'est pas seulement pour des grands groupes, seulement pour des gens qui travaillent à l'international. Et ça montre une fois de plus le caractère transnational de ces règles qui font que vous vous retrouvez impacté par une sanction d'une autorité étrangère ou vous vous trouvez là impacté par une décision d'un gouvernement étranger qui va décider de sanctions. Est-ce que pour les entreprises, les enjeux sont importants? Les enjeux sont absolument capitaux pour les entreprises. On est sur des sujets, sur un sujet qui peut mettre directement en cause la pérennité de grands groupes. Et on est sur des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais aussi des grands groupes. Et même des grands groupes peuvent voir leur pérennité affectée de façon définitive, on pourrait dire, par ce type de sujet. Les sanctions sont extrêmement fortes. Et puis, au-delà des sanctions financières et du montant pécuniaire qui est avancé, et tout le monde a en tête des montants astronomiques, les affaires BNP, Société Générale, enfin, pour citer qu'elle, il n'y a pas qu'elle. Et bien, au-delà de ça, il y a ensuite des terribles difficultés des entreprises qui ont été sanctionnées de trouver des financements tout simplement sur les marchés. Et c'est un effet induit des sanctions internationales. Donc, c'est absolument capital. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment voir de façon extrêmement pratique. Et donc, c'est vraiment l'objet de notre groupe de travail.
ce groupe de travail a produit des documents qui vous seront diffusés, bien entendu, qui se veulent vraiment didactiques et compréhensibles par le plus large public. Et puis, on va vous proposer cette table ronde. On est très heureux de l'annoncer le 8 juillet. Donc, on vous donne rendez-vous le 8 juillet. Et on sera 4 juristes autour de la table, plus un professeur de droit, parce qu'il y a toujours l'université est importante. Voilà. Et on pourra aborder ce sujet sur la base de retour d'expérience pratique. Et pour vous démontrer en fait que voilà, on est confronté tous les jours à ce genre de problématique, qu'il y a des moyens de faire et que la pratique aussi en la matière est extrêmement importante. Merci beaucoup. Alors, pour préciser, tous les travaux qui vous ont été très rapidement présentés aujourd'hui feront tous l'objet de webinars qui vont se dérouler dans les semaines et mois qui viennent. Là, Jean-Yves a évoqué celui du 8 juillet parce que c'est tout de suite. Mais à la rentrée, d'autres webinars traiteront de la fonction compliance et de la prise en compte des problématiques droits de l'homme et RSE pour présenter les travaux des différents groupes de travail. Merci Jean-Yves. Je vais donc appeler pour la conclusion notre grand témoin, Olivier Catherine. Grand témoin avec lequel on va essayer d'aborder un sujet qui est essentiel dans ce domaine de la conformité et de la compliance et qui, particulièrement en temps de crise, qui est le problème de la coopération, collaboration. Le choix du terme est déjà bien complexe. Derrière ce choix de terme, il y a déjà toute une prise de parti, donc je ne m'avance pas. Donc, quel partage d'expérience vous pouvez nous faire sur ce sujet et quel est votre ressenti? Effectivement, alors le choix des mots a son importance, comme vous dites, entre coopération et en ce moment on parle beaucoup de coopération, d'incitation des entreprises à coopérer avec un certain nombre d'autorités de régulation ou d'enquête. Et moi, je placerais plutôt d'abord l'angle sous le plan de la collaboration, comme vous le disiez. Bon, parce qu'on a aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on aura un avant et un après Covid, clairement. Et au-delà des drames humains, de l'impact économique, de l'impact social, bien sûr, je voudrais peut-être terminer avec une lueur d'espoir, ou en tout cas formuler un vœu. C'est peut-être qu'on tire un certain nombre de leçons justement de cette crise encore en cours et en tout cas ces dernières semaines, où on a vu finalement que l'union faisait la force, et notamment l'union entre les acteurs publics. On pense beaucoup évidemment aux acteurs de la santé, mais pas seulement, les acteurs du transport, les services publics en général, la police, etc. Et les acteurs privés qui ont eu vraiment tout leur rôle à jouer. Et on a vu vraiment une vraie synergie entre les deux. Et toutes les entreprises ici représentées et beaucoup d'autres, y compris la mienne, ont participé à cet effort de guerre. Je ne suis pas sûr que le mot soit très approprié, mais en tout cas à cet effort très important. Et donc, on a aussi réussi assez tôt à sourcer en mauvais français, à s'approvisionner plutôt en masques assez tôt pendant la crise. On a pu aussi livrer en masques un certain nombre de services publics, en équipements électriques, en câbles, un certain nombre d'hôpitaux, même de commissariats de police, etc. Donc, je crois que toutes les entreprises ont fait un énorme effort. Et je crois que cet effort a été reconnu à très juste titre par les autorités de l'État et je crois par la presse et la population civile en général. Et en fait, on constate, et ça a été dit à travers ce que vient de dire par exemple Jean-Yves, mais mes prédécesseurs également, c'est que nos entreprises aujourd'hui françaises, internationales, sont soumises à des risques croissants, à un environnement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus volatile. Alors on parle tous bien sûr en ce moment du risque épidémique ou pandémique, mais au-delà de ça, on a déjà d'assez longue date un risque géopolitique qui va croissant, et notamment avec des impacts sur nous, compliance officers ou juristes. On a parlé des sanctions internationales, qui sont quand même des textes à essence, à origine géopolitique et économique. Donc, des problématiques d'utilisation du droit à des fins d'armes de guerre économiques. En introduction, on évoquait la fameuse bombe J, j'aime bien l'expression. Et donc, on est confronté à des risques de plus en plus importants, et tout cela dans un cadre où le multilatéralisme tend quand même malheureusement à s'effacer, et on a au contraire l'affirmation d'un certain nombre de ce qu'on appelle en géopolitique les États-puissances. Et donc, moi, le vœu que je formule, c'est qu'on ait davantage de synergie, chacun évidemment dans son rôle, entre la sphère publique, la sphère privée, et notamment pour ce qui nous concerne au premier chef, les autorités de régulation,
et les entreprises privées avec leurs acteurs que sont les juristes et les compliance officers. Évidemment, sans mélange des genres, chacun avec ses prérogatives et son rôle, mais peut-être en tout cas, à tout le moins, avec une meilleure connaissance, peut-être briser ces silos qui peuvent exister, ne serait-ce qu'au sein d'une fonction juridique. On a peu de mobilité en France au sein des fonctions juridiques. C'est très différent dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. En France, on a nos professions bien délimitées, les notaires, les huissiers. On voit depuis une vingtaine d'années la tentative de fusionner, ou en tout cas de rapprocher les statuts d'avocat et de juriste en entreprise. On n'y arrive pas, alors que ça existe dans la plupart des autres pays, en tout cas occidentaux. Donc, essayer de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble et en tout cas d'avoir une approche équipe de France, pas sur les sujets évidemment proprement dit d'enquête, de sanctions, etc., mais en tout cas d'avoir une approche équipe de France par rapport à la concurrence internationale qui ne nous fait pas de cadeaux et qui, comme je le disais, n'hésite pas à utiliser tous les moyens, y compris le droit, pour parvenir à certaines fins économiques ou géopolitiques. Donc voilà un peu le vœu que je formule, profiter, tirer parti de cette crise et de cette collaboration peut-être sans précédent, ou en tout cas depuis longtemps, entre la sphère publique et la sphère privée pour aider, soutenir, surtout en ces temps difficiles, nos entreprises françaises. C'est un très beau vœu. C'est un très beau vœu avec ce slogan « L'union fait la force », c'est tellement évident. Et c'est tellement évident que des pays savent parfois mieux que nous conjuguer les forces publiques et les forces privées. Mais je voulais juste mettre un tout petit peu en garde contre un excès d'optimisme peut-être. Les efforts ont été reconnus par l'État, avez-vous dit, c'est vrai, mais c'est quoi l'État? Et l'État, il n'y a pas une vision uniforme de l'État. Il y a ceux qui ont reconnu les efforts, qui se sont exprimés et ils ont eu tellement raison de les reconnaître et ils avaient tellement besoin des entreprises et ils se sont tellement rendus compte que sans la force d'achat des entreprises, la force de négociation, la force de sourcing, ils étaient incapables de faire face à ces besoins. Le problème, c'est que, vous le savez, en France, l'État, c'est beaucoup de personnes et beaucoup de services. Et ceux qui ont reconnu vos efforts ne seront pas forcément ceux qui, à l'avenir, seront vos partenaires, seront vos interlocuteurs. Et en particulier vos interlocuteurs dans le cadre de l'application de ces plans de compliance et dans le cadre de la vérification. J'ai une autre fonction pour laquelle je ne m'exprime pas à égalité non plus aujourd'hui, qui est d'être membre de l'autorité des sanctions à l'AMF. Et c'est toujours très difficile d'expliquer que je ne suis pas l'AMF. Je suis membre de l'autorité des sanctions et que l'AMF prend plein d'autres décisions, mais qui sont totalement autonomes de l'autorité des sanctions. Et là, c'est pareil. L'État qui vous a remercié ne sera pas le même État qui, un jour, va vous dire « mais finalement, vous avez fait quoi que je regarde un petit peu ?» Et à ce moment-là, ce sera un autre État et qui sera, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, toujours très exigeant. Et qui, là aussi, attendra de vous une coopération et une collaboration, mais ce sera une autre collaboration et une autre coopération. Et dans ces périodes d'enquête, dans ces périodes de contrôle, eh bien, est attendue de la part des entreprises une coopération, une collaboration, et elle est tellement attendue que à l'AMF, l'année qui vient de s'écouler, nous avons rendu un nombre incalculable de sanctions pour cause de manquement d'entrave. C'est-à-dire que nous avons considéré que les entreprises n'avaient pas suffisamment collaboré, pas suffisamment coopéré. Et l'AFA a un petit peu le même type de posture et considère qu'on doit être très coopératif, très collaboratif. Alors, la question qui se pose, c'est jusqu'où faut-il aller ? Quand on a cette avalanche de demandes, moi, je vous dis juste que nous avons sanctionné pour manquement d'entrave, donc bien sûr qu'il faut collaborer, bien sûr qu'il faut coopérer, mais les juristes et vous, juristes d'entreprise, vous êtes essentiels pour déterminer
les bornes, les limites de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on vous demande beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre positivement, loin de moi cette idée, mais bien sûr qu'il y a des limites à fixer, il y a le secret des affaires, il y a des choses que l'autorité n'a pas à demander. Donc, c'est à vous de trouver ce degré de coopération et de collaboration qui doit être bien sûr très important, mais sur lequel votre expertise est essentielle pour apporter quelques limites et particulièrement, pour conclure sur le sujet qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, en temps de crise. En temps de crise où, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il peut y avoir divers comportements qui auront été justifiés par l'urgence, par les circonstances exceptionnelles. Mais nous ne sommes pas en droit public. La théorie des circonstances exceptionnelles, on ne va pas pouvoir l'appliquer. Donc, il va falloir après gérer tout ce qui va avoir été fait pendant. Et tout ceci nécessite bien sûr une coopération, une collaboration, mais avec un État qui va peut-être avoir très vite oublié que vous l'avez aidé à franchir ce pas très complexe. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées pendant cette session. Donc, pas de questions. Donc, je vais conclure et je vais tous vous donner rendez-vous le 8 juillet pour la prochaine session qui portera sur les sanctions internationales, les conséquences des sanctions internationales et l'expert contrôle. Merci beaucoup à tous.